Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romain Provost et une fois n'est pas coutume, j'aurai ce soir la double casquette et l'honneur de représenter chacune des deux associations, à la fois comme membre du comité exécutif de Centrale Énergie et comme délégué général à la transition énergétique pour Evolène. Alors, un petit mot rapide sur chacune des associations. Centrale Énergie, il s'agit d'un groupement professionnel commun aux alumni des cinq écoles centrales qui organise depuis 15 ans, sur une base quasi mensuelle, des conférences ouvertes à tous. Les conférences traitent de toutes les énergies dans le contexte de la transition énergétique. Et si vous êtes intéressé à rejoindre l'association, il n'y a pas de frais d'inscription. Il suffit de communiquer vos coordonnées pour recevoir les publications régulières et les informations sur les conférences à venir. Rendez-vous pour cela sur www.centrale-énergie.fr. Alors, Evolène, de son côté, est l'Association française des entreprises et des professionnels au service des énergies. Nous organisons des groupes de travail, des réflexions collectives et des conférences avec l'objectif d'apporter la contribution de la filière énergétique à l'accélération de la transition vers un monde bas carbone, tout en assurant l'accès à une énergie durable et bon marché pour tous. Alors là aussi, je profite de ce message de début d'année pour vous demander de vérifier que toutes vos sociétés sont bien inscrites à Evolène. C'est important pour nous. Le monde associatif a besoin des adhésions de ses membres. C'est une manière pour nous de continuer à faire tourner les groupes de travail, à organiser les conférences que nous faisons, et c'est une manière aussi d'assurer la qualité. Donc, sachez qu'à Evolène, vous pouvez vous inscrire à la fois via les sociétés, il y a aussi des inscriptions individuelles pour les membres. Voilà, alors maintenant je reviens sur la thématique du sujet qui nous préoccupe tous ce soir, l'hydrogène, je dirais même l'hydrogène décarboné. Alors c'est un sujet tellement vaste que l'on pourrait passer plusieurs jours pour en débattre. Ce qui est certain, c'est que l'hydrogène est devenu une composante majeure des programmations énergétiques de l'Europe et de la plupart des grands pays. L'association France Hydrogène nous a même annoncé que 2020 avait été l'année du décollage de l'hydrogène. Et c'est vrai, et ce constat s'applique au monde entier. Si l'on s'en tient simplement aux données présentées en janvier à la réunion du World Hydrogen Council, 30 pays, j'ai relevé, 30 pays ont annoncé aujourd'hui des stratégies hydrogène. Plus de 200 grands projets hydrogène sont en cours à venir dans le monde, totalisant 80 milliards de dollars d'investissement. Et 70 milliards de dollars de soutien public ont été annoncés par les différents pays. Vous en connaissez un certain nombre, 7 milliards en France, 9 milliards en Allemagne, 8 milliards en Espagne, 7 milliards au Portugal, mais aussi 15 milliards au Japon, et puis peut-être beaucoup plus en Chine, en Corée, aux US, etc. Alors, comment l'hydrogène répondra-t-il à toutes ces attentes? L'hydrogène est-il la solution miracle pour atteindre la neutralité carbone? Pour débattre du sujet, j'ai eu le plaisir d'avoir ce soir deux spécialistes des énergies bas carbone, un physicien et un économiste, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, le professeur Gérard Bonhomme et Cédric Philibert. Alors, bienvenue à tous les deux. Je vais donner juste quelques éléments de biographie que vous m'avez adressés. Professeur Gérard Bonhomme, alors vous êtes physicien, professeur émérite à l'Université de Lorraine, à l'Institut Jean Lamour, et très engagé dans la réflexion sur les thèmes liés à l'énergie. Vous êtes aussi président de la commission énergie et environnement de la Société française de physique et membre de l'Energy Group de l'European Physical Society. Alors, vous êtes bien connu des habitués de Centrale Énergie. Vous avez déjà donné plusieurs conférences à Centrale Énergie au cours des dernières années. Vous avez une formation d'ingénieur, École centrale de Nantes, promotion 1970, un doctorat en physique des plasmas, et vous avez fait l'essentiel de votre carrière, ou toute votre carrière, à l'Université de Nancy, précisément sur la recherche en physique des plasmas. Vous avez aussi travaillé en France et à l'international dans le domaine de la fusion magnétique en lien avec le projet ITER. Alors Gérard, est-ce que j'ai bien résumé votre biographie, qui était beaucoup plus longue? C'est parfait, merci. Merci beaucoup, Romain, bon. pour cette Cédric Philibert, alors vous aussi, c'est une longue biographie que j'ai raccourcie. Vous êtes actuellement consultant indépendant, expert et analyste senior des questions de l'énergie et climat à l'IFRI. L'IFRI est l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialiste de l'hydrogène, des technologies bas carbone et des énergies renouvelables. Vous êtes aussi bien connu de Centrale Énergie et également du public d'Evolène, un habitué de nos conférences. Vous êtes intervenu à plusieurs reprises au cours des dernières années lorsque vous étiez analyste à l'AIE. Et vous avez passé 20 ans de votre carrière comme analyste à l'Agence internationale de l'énergie, un parcours très important.
vous avez quitté l'AIE pour prendre votre retraite en début d'année. Vous êtes de formation économiste, Sciences Po à l'IEP de Grenoble, et auteur de plusieurs ouvrages sur les énergies bas carbone. Alors, bienvenue Cédric également. Est-ce que vous souhaitez apporter des compléments à ce que je viens de dire? Non, merci Romain, c'est parfait. Bonsoir Romain, bonsoir Gérard et bonsoir à tous. Bien, très bien. Écoutez, maintenant, vous allez partager avec nous vos visions respectives sur les espoirs, mais aussi sur les difficultés, sur les freins que l'on rencontrera dans le déploiement d'une économie d'hydrogène à grande échelle. On parlera donc ce soir massification de la production, technologie, coûts, usage et choix économiques. Et également, si on a le temps, mais j'ai peur qu'en 1 heure et demie, on sera très contraint, j'aimerais aussi qu'on puisse parler d'accélération de la dynamique hydrogène et d'acceptation sociétale. Mais peut-être faudra-t-il faire plusieurs conférences au cours des prochaines semaines. Alors, ça va être structuré en 4 thèmes, comme vous l'avez vu sur la présentation. Je propose qu'on entre tout de suite dans le premier thème, hydrogène, composante de la transition énergétique, point d'interrogation. Alors, pour bien comprendre et pour ouvrir le débat, quelques questions simples. De quoi parle-t-on exactement lorsque l'on parle d'hydrogène dans la transition énergétique? Est-ce que l'on connaît bien cet élément? Et pourquoi cet engouement? Alors, à cette question très difficile, je vais laisser la parole quelques minutes à Cédric Philibert pour démarrer. Cédric, à vous. Merci. Je vais faire un pas de côté. Je vais commencer par dire à quoi sert l'hydrogène aujourd'hui, parce que avant de parler d'un vecteur énergétique ou de l'énergie du futur, il faut quand même qu'on ait à l'esprit ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un gaz industriel qui n'est pas particulièrement propre. Je vais vous le montrer ici. Je pense que vous pouvez le voir. Voilà, l'hydrogène aujourd'hui. Alors, l'hydrogène pur, c'est 70 millions de tonnes. Ça sert essentiellement maintenant dans le raffinage. C'est devenu le premier usage pour réduire les teneurs en soufre, notamment des carburants pétroliers. L'autre usage très important, c'est la fabrication d'ammoniac. L'ammoniac, c'est de l'azote et de l'hydrogène. Et au long du siècle, ça a été l'usage principal. Ça sert essentiellement à faire des fertilisants azotés. Ça sert aussi à faire des explosifs miniers ou autres. Ça sert aussi de réfrigérant, de fluide frigorigène, etc. Et plusieurs autres usages. Voilà pour l'essentiel de la fabrication on purpose et sous forme pure. Vous avez aussi des fabrications en mélange, notamment en syngas, c'est-à-dire un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Alors, on purpose pour faire du méthanol, qui est un intrant très important dans l'industrie chimique, mais il s'en fait aussi un peu pour faire la réduction directe de l'acier dans la sidérurgie. Et puis, il y a un certain nombre d'autres productions d'hydrogène qui sont plutôt des sous-produits dans la sidérurgie ou autre, et cet hydrogène est généralement réutilisé, ce mélange de gaz avec de l'hydrogène et du monoxyde de carbone et d'autres est généralement réutilisé sur place dans l'industrie pour faire un peu d'énergie. Voilà ce que c'est l'hydrogène aujourd'hui. Ça a considérablement augmenté. Vous voyez la courbe depuis 1975, les deux formes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est fait principalement à partir de combustibles fossiles. Ça consomme 2% du charbon dans le monde. C'est essentiellement en Chine, un petit peu aux États-Unis, mais surtout en Chine qu'on fait de l'hydrogène à partir du charbon. Et ça consomme 6% du gaz naturel. Et ça entraîne des émissions mondiales de gaz à effet de serre de l'ordre de 820-830 millions de tonnes, ce qui est 2,3% des émissions totales. C'est-à-dire que ça représente autant d'émissions que l'ensemble de l'aviation internationale ou l'ensemble du transport maritime. Voilà, donc c'est aujourd'hui un gaz industriel et polluant avant de peut-être jouer un certain nombre de rôles dans la transition énergétique et, je dirais plus généralement, dans la décarbonisation de l'économie, parce qu'on va voir que dans les usages attendus, finalement, ce n'est pas forcément ou pas toujours un usage énergétique au sens habituel du terme de stocker ou de transférer de l'énergie. Ça peut être sur ses capacités physico-chimiques, par exemple dans la sidérurgie, où ça pourrait jouer un rôle beaucoup plus important. Très bien, merci Cédric. Gérard, quelques minutes là-dessus, finalement. Qu'est-ce que l'hydrogène en fait et pourquoi? Et est-ce que c'est une énergie renouvelable et est-ce qu'on peut s'en passer? Je vais commencer par un petit pas de côté aussi.
Il faut que je retourne en arrière. Voilà. Alors, évidemment, il y a beaucoup comme, comme Romain l'a signalé, il y a beaucoup de plans hydrogène, des stratégies hydrogène. Mais en 2018, on a eu une première feuille de route hydrogène en France et la déclaration de Nicolas Hulot au démarrage, au lancement de cette affaire, montre déjà beaucoup d'ambiguïté. Ce qu'il écrit, l'hydrogène rend possible le stockage, ainsi de rendre crédible un monde où l'hydrogène vient se substituer petit à petit aux énergies fossiles, au nucléaire, pour combler les intermittences du solaire et de l'éolien. Donc, On ça, ne c'est vous déjà. entend pas très bien, Gérard. Si vous pouvez parler plus près du micro ou plus fort. Alors, je vais parler plus fort, si ça va bien comme Oui, ça. oui, oui. Donc, il y a effectivement, quand on regarde les objectifs qui sont, c'est différents, vraiment très différents objectifs, Non, Gérard, ben, on la vous... production d'hydrogène décarboné pour les usages industriels qui viennent d'être évoqués très justement par Cédric et qui représentent quelque chose de très important à décarboner. Ensuite, il y a le développement d'usages énergétiques de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique et non pas matière première, de la chimie en particulier. Et puis en vert, ben, j'ai mis le troisième point qui est souvent mis en avant dans les médias, qui est la faciliter l'intégration des renouvelables par le stockage, permettant le stockage de l'électricité éventuellement, pouvoir refaire de l'électricité à la mauvaise saison. Alors, en fait, évidemment, il faut regarder quels sont les ordres de grandeur et de façon à définir les priorités. Sachant que l'objectif principal de tout ça, c'est de l'effet de serre pour obtenir la neutralité carbone en 2050. Alors, je vais déjà rappeler, mais très rapidement, quelques chiffres qu'il est bon d'avoir en tête. 1 litre de pétrole, c'est 10 kWh. Une tonne équivalent pétrole, c'est 11,63 MWh et c'est un tiers de tonnes d'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est 3 fois, une tonne d'hydrogène, c'est 3 tonnes en pétrole. Je passe rapidement. En fait, le but de cette slide, c'était de montrer que les gaz combustibles permettent, on peut aller directement à la fin, les gaz combustibles permettent donc à volume égal de stocker 70 à 230 fois plus d'énergie que l'eau des barrages ou l'air comprimé dans les cavités souterraines. Donc évidemment, c'est pour ça que ces gaz, dont l'hydrogène, mais aussi le méthane, que j'ai indiqué ici, sont extrêmement intéressants pour le stockage et comme vecteur énergétique. Alors, ce qu'il faut retenir, dernier chiffre, garde en tête, c'est que en kilowattheure, donc 1 kg d'hydrogène, c'est 33 kWh. Donc, et ça correspond en gros à 3 litres de. Donc, 1 litre de. Pardon, 3 litres de pétrole. D'accord? Donc, ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est une correspondance entre les kilowattheures. Et on va voir après, au niveau de l'électrolyse, que, ben, en gros, le chiffre magique à avoir à l'esprit, c'est que pour produire 1 kg d'hydrogène, il faut dépenser 50 kWh d'électricité en moyenne. Voilà. Alors maintenant, c'est le dernier point que je voulais présenter. Il faut avoir à l'esprit le défi énorme que représente l'énergie finale, c'est en gros donc 10 000 mégaTEP. Et là-dedans, en fait, si on met de côté l'électricité, ça malgré une bonne partie de l'électricité est produite par des produits pétroliers ou du charbon. C'est déjà 67% de l'énergie finale qui est carbonée. Et si on rajoute l'électricité, évidemment, c'est encore plus. Et donc,
ça correspond, si on fait la conversion avec les chiffres que je viens de vous donner, ça correspond à 2 milliards, plus de 2 milliards de tonnes d'hydrogène. 2 milliards de tonnes d'hydrogène si on voulait substituer l'hydrogène à tous les hydrocarbures et au charbon. Et le montant des énergies renouvelables, de la production d'électricité par les renouvelables dans le monde actuellement, c'est 1500 TWh. 1500 TWh, alors que vous voyez les chiffres que je viens de donner. Donc l'hydrogène, en fait, en gros, il y a un ordre de grandeur que je voulais, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'on discutera peut-être après, mais il y a un ordre de grandeur qui est à avoir en tête aussi, c'est que l'hydrogène industriel actuellement, qu'a évoqué Cédric, ça représente donc effectivement une centaine de millions de tonnes au niveau mondial, mais ça représente par rapport aux chiffres que j'ai évoqués avant, ça représente un 25e ou quelque chose comme ça. En France, c'est encore moins, c'est un 30e. Un 30e de toute la consommation d'énergie carbonée, donc hydrocarbures, pétrole, gaz et charbon. Merci Gérard. Je vais peut-être passer la parole à Cédric sur cette oui. Par contre, il faudrait peut-être que vous coupiez votre caméra parce que votre bande passante a l'air assez affaiblie et il arrive parfois qu'on entende votre son pas très bien ou de manière très métallique. D'accord. Alors, bon, vous pourrez parler quand même. Donc, on rediscutera les quantités au niveau des plans nationaux, européens, etc. Donc, mais en gros, ce rapport 30, là, je vous le remontre ici. Ce que je comprends, ce que vous dites, c'est que si on voulait tout transformer en hydrogène, au moins un certain nombre de pans de notre économie, ça nécessiterait des quantités phénoménales. Et ça reviendra, on reviendra dans la deuxième partie. Voilà, c'est ça. Et je voulais montrer l'importance du défi, déjà pour commencer. Voilà, je vous remercie, Cédric. Oui, c'est très intéressant. Mais je vais vous montrer quelque chose qui suggère, ça va dans le même sens, hein, au fond. Je ne vais pas contredire Gérard là-dessus. Mais ce que je vous montre, c'est pourquoi, si on veut décarboner le mix énergétique mondial, quand je dis mix énergétique, je ne parle pas de l'électricité, je parle de l'ensemble, on va aller surtout vers l'électrification. Et l'hydrogène, je la vois comme un appoint là où l'électrification ne peut pas faire le job. Et je voulais vous montrer ce schéma qui est extrait d'une publication du ministère allemand de l'économie et de l'énergie et qui montre la différence entre les besoins d'énergie primaire dans la société d'aujourd'hui, où au fond les fossiles, non contents de fournir 83% de la production électrique, fournissent également pareil, 80 ou 85% ou 90% de l'ensemble des énergies, et comment ça change dans un monde qu'on électrifie. Alors, dans la production d'électricité, qui la plupart du temps est thermique, que ce soit charbon, gaz, il n'y a presque plus de pétrole, ou nucléaire, ou même le solaire thermodynamique, on a un fuel et puis on a des pertes énormes à cause de Carnot, du rendement de Carnot. Donc on a en moyenne 40% de cette énergie qui est transformée en électricité et 60% qui est en général perdue, sauf quand on réussit à faire un peu de cogénération chaleur-électricité, mais ça n'est pas la norme, c'est plutôt un cas particulier. Il faut que les centrales ne soient pas trop loin des villes où il y a des réseaux de chaleur, donc ce n'est pas toujours facile. Dans un monde qui tient essentiellement son électricité, de l'hydroélectricité, du solaire et du vent, on n'a pas de gap entre l'énergie primaire et l'énergie finale. C'est-à-dire que toute l'électricité produite, c'est la même chose que l'électricité consommée, donc on est à une très forte efficacité. Quand on prend la chaleur, si je prends un combustible, la chaleur, c'est assez efficace. Les chaudières à gaz sont assez efficaces. On a 85% d'efficacité, parfois plus avec les chaudières à condensation. En général, c'est efficace. Ça paraît très bien. Mais si on regarde ce qu'on peut faire avec l'électricité, je ne parle évidemment pas des radiateurs grippins, mais je parle des pompes à chaleur.
Alors, on a une efficacité apparente. Hein. Un physicien va me dire non, ce n'est pas de l'efficacité. Bien sûr, ce n'est pas de l'efficacité, c'est de l'efficacité apparente de l'électricité sur la chaleur transférée du milieu froid extérieur vers le milieu chaud intérieur par un mécanisme qui est exactement le même que celui du frigo, qui prend les calories à l'intérieur du frigo et qui les met à l'extérieur dans la pièce. Eh bien, on a une efficacité apparente de, ici, 340%. En gros, pour chaque kilowattheure électrique consommé, on va avoir 3 à 4 kilowattheures de chaleur transférée à l'intérieur du bâtiment ou du procédé industriel, en tout cas pour la basse température qui représente à peu près la moitié des besoins de chaleur industrielle, parce qu'on va en fait prendre ces calories dans le milieu ambiant. Et puis si on regarde le transport, eh bien, dans le transport, c'est pareil. On a des moteurs à combustion interne qui ont une efficacité en général entre 25 et 40%. Dans quelques rares cas, les gros moteurs des navires, on peut arriver à 50%. Mais voilà, en général, on est plutôt là. Ça descend même parfois en dessous de 25%. Par contre, dans la mobilité électrique, on est facilement à 80% d'efficacité ou 75% d'efficacité. On a quelques pertes dans le réseau, on a quelques pertes dans l'électronique de contrôle, on a quelques pertes dans la batterie quand on utilise une batterie, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, voilà. Et puis l'essentiel de l'électricité renouvelable est utilisé en propulsion. Donc, ce schéma, je le trouve très intéressant parce qu'il montre que dans un monde électrifié fortement, on a beaucoup moins de besoin d'énergie primaire. Et je crois que c'est important. Alors, ça s'applique aussi à l'hydrogène. C'est-à-dire, si on faisait tout par l'hydrogène, on aurait des pertes supplémentaires en réalité. Quand on va faire des chaînes hydrogène, on va avoir ce même type de pertes. C'est pour ça que la démonstration de Gérard est tout à fait juste. Si on voulait tout faire par l'hydrogène, il faudrait des quantités absolument phénoménales d'électricité. Si en revanche, on utilise d'abord l'électricité partout où on peut l'utiliser et accessoirement, là où on ne sait pas utiliser l'électricité, on utilise un peu d'hydrogène, on va atteindre une efficacité globale très supérieure. Premier point. Deuxième point, je voulais vous montrer ça. J'espère que vous n'êtes pas gêné par cette petite barre. Je vais essayer de la déplacer. Voilà. La baisse des coûts des renouvelables. Donc ici, on a les coûts de l'électricité pour des installations qu'on commencerait à construire maintenant avec les fossiles, le nucléaire et les principales renouvelables. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'électricité solaire a été divisée par 10 en 11 ans, hein, à peu près. C'est celle qui était la plus chère et qui est devenue aujourd'hui la moins chère. On a l'éolien terrestre qui a été divisé par, attendez, c'est celui-là, 40, 135, voilà, qui a été divisé par 3. On a maintenant l'éolien maritime qui a été divisé par 2 et en fait, les derniers appels d'offres en France sont à 44 €. Ici, on a des valeurs moyennes. Hein. Le photovoltaïque, c'est des petites tailles, des grandes tailles, du toit. Donc, il y a des efficacités très différentes. C'est dans des pays où les ressources sont très différentes. Le vent, le solaire, c'est des ressources très différentes. Donc là, c'est des prix moyens, ce n'est pas les prix les plus bas. Les prix les plus bas aujourd'hui pour le solaire en grande unité dans des pays ensoleillés, on est plutôt à 15 $ par mégawattheure, c'est-à-dire 1,5 centime le kilowattheure. Bon, le nucléaire, on l'a plutôt vu, on voit plutôt ses coûts monter pour des installations nouvelles, avec des nouvelles normes de sécurité post-Fukushima. Et puis, on a le gaz naturel qui a baissé, hein, qui est arrivé à environ à 6 centimes dans les centrales à gaz à cycle combiné, c'est-à-dire en semi-base. Évidemment, en pointe, on a des coûts nettement plus élevés. On est à 17,5 centimes. Et puis, on a le charbon qui, lui, a été très stable, mais qui reste, pour une centrale nouvelle qu'on construit aujourd'hui, et qui, elle aussi, doit faire face à des contraintes environnementales plus importantes, eh bien, on a des coûts qui restent au-dessus de 10 centimes de kilowattheure, donc qui sont aujourd'hui nettement plus chers que du solaire ou de l'éolien nouveau. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas montrer un graphe pour l'illustrer, c'est qu'il devient, dans un certain nombre de pays, aujourd'hui moins cher de construire des installations renouvelables nouvelles plutôt que de mettre du combustible, charbon, dans des centrales déjà existantes. Ce qui est une autre étape de compétitivité évidemment extrêmement importante, puisque c'est même plus est-ce qu'on va construire une centrale à charbon ou est-ce qu'on va construire une centrale solaire, c'est est-ce qu'on va construire une centrale solaire ou continuer d'exploiter cette centrale à charbon qu'on a déjà construite il y a quelque temps. Alors, j'arrive à l'hydrogène, ça nous amène effectivement à la possibilité de commencer à faire de
l'hydrogène vert, bas carbone, avec les renouvelables, d'une façon compétitive. Alors, je vais montrer ça. Il y a une espèce de, il y a un mythe qui est les électrolyseurs coûtent tellement cher, ils doivent marcher 24 heures sur 24, et donc il faut de l'électricité 24 heures sur 24 pour les faire marcher. Ça n'est pas le cas. Si on prend les prix aujourd'hui annoncés pour les grands projets d'électrolyseurs alcalins, projets de centaines de mégawatts, et qu'on regarde en fonction du taux de charge, du facteur de charge, qui se mesure ici en équivalent heure pleine, eh bien, on a une courbe qui a cette allure-là. Donc ici, avec une électricité à 30 $ le mégawattheure, on voit que le coût de l'électricité domine celui de l'hydrogène. C'est-à-dire, dès qu'on est au-dessus de 2500-3000 heures, on est dans une zone de coût qui va évidemment baisser encore si on a un facteur de charge beaucoup plus important, mais plus tellement. C'est-à-dire que les premières 3000 heures sont suffisantes pour rentabiliser les électrolyseurs. Si on a évidemment une électricité qui est à 70 $ le mégawattheure, 60 €, ce qui est en gros le prix des renouvelables chez nous dans l'Europe tempérée, hein, pas le sud de l'Espagne, mais voilà, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. On est dans ce type de coût-là. L'éolien offshore, ça va aussi être dans les 60-65 €, même si on a eu quelques offres à 45. Bon, on est évidemment dans un coût de l'hydrogène au kilo qui est plutôt de 4 $, alors qu'on peut arriver à 2 $ si on a une électricité pas chère. Si on compare ça avec le coût de l'hydrogène ex-gaz en Europe, hein, c'est le prix en Europe, c'est moins cher évidemment au Proche-Orient, c'est moins cher en Amérique, mais en Europe, on voit qu'on s'approche sérieusement de la compétitivité avec l'hydrogène gris, et encore un peu plus facilement de ce qu'on appelle l'hydrogène bleu, c'est-à-dire l'hydrogène gris fait par reformage vapeur du gaz naturel, hein, ou oxydation partielle du charbon en Chine, mais avec capture du CO2, ce qui augmente le coût évidemment de cet hydrogène. Et là, on voit que l'hydrogène vert aujourd'hui, ou en tout cas très bientôt, peut être compétitif même avec l'hydrogène bleu, voire avec l'hydrogène gris dans le meilleur des cas. Donc, je pense que c'est assez important. Alors, ça, c'est plutôt avec des capacités dédiées. Est-ce que ça change profondément si on met les électrolyseurs sur le réseau? Si on met des électrolyseurs en Europe, en France, il y a des projets importants, en Normandie, dans le Nord. Comment se présentent les choses? En fait, on a ici le prix de l'hydrogène au kilo, avec le prix de l'électricité et l'amortissement des électrolyseurs en sombre. Et on voit que, évidemment, le prix de l'électricité il tend à remonter quand on va vers 8760 heures, parce qu'on va absorber de l'énergie dite de base, de l'énergie dite de mid-mérite, semi-base, mais on va absorber de l'énergie de pointe ou de semi-pointe, qui est plus chère par définition, comme on l'a vu avec le gaz naturel. Et donc, en fait, le bon domaine pour faire marcher ces électrolyseurs, ça ne va pas être 8760 heures par an, 24 heures sur 24, ça va être quelque chose entre 3000 et 6000 heures, plutôt, parce que c'est là où on aura le moindre coût, on aura suffisamment d'heures pour amortir les électrolyseurs, mais une électricité dont le coût sera suffisamment bas pour que ça vaille la peine. Et ça a un effet évidemment très, très intéressant, c'est que si on a besoin de produire cet hydrogène, on verra, je pense, dans la prochaine session, à quoi peut servir cet hydrogène. Et bien, ça veut dire qu'on va ajouter sur nos réseaux des charges effaçables, des charges qui n'ont pas besoin de marcher 24 heures sur 24, mais qu'on peut au contraire déconnecter du réseau, ou en tout cas dont on peut réduire fortement le fonctionnement aux heures où l'électricité est particulièrement chère, ce qui est la même chose que de dire aux heures où l'électricité est particulièrement carbonée, c'est-à-dire où l'électricité dans un système où il y aura du nucléaire peut-être, et en tout cas des renouvelables, il y aura des besoins certainement aux heures de pointe d'avoir de l'énergie thermique qu'au début on va importer de nos voisins, où elle sera faite quelque part en Europe avec du charbon vraisemblablement. Celle-là, on ne va pas la prendre parce qu'elle est trop chère et qu'elle est trop carbonée, et ça ne va pas mettre à mal la production d'hydrogène. Donc, on va ajouter des charges flexibles. Et avec ces charges flexibles, on va en fait financer de façon économique un déploiement plus important des énergies renouvelables dont l'électricité sera utilisée, mais qu'on pourra déconnecter aux heures de pointe. Donc, il ne viendra pas rendre plus difficile l'intégration des renouvelables. Au contraire, ça va la faciliter, parce que ces installations plus importantes
aux heures de pointe, ben, elles fourniront quand même un peu d'électricité, pas le solaire la nuit, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais l'éolien, quand le vent est faible, il va produire un peu, mais si on a 2 fois plus d'éolien, il produira 2 fois un peu, et ça fera plus. Voilà. Et donc, ça va en fait faciliter l'intégration des variables pour répondre à nos besoins. Alors, Cédric, si vous oui, permettez, oui, je vais peut-être passer la parole là à oui, Gérard par pas de rapport à ce que problème. vous avez déjà dit, beaucoup de choses très importantes, notamment le rôle des renouvelables que vous mettez très très en avant, vous, dans la production d'hydrogène pour produire de l'hydrogène vert. Si je comprends bien, vous ne dites que les renouvelables, on peut faire, sont suffisants pour faire l'hydrogène dont on aura besoin, mais peut-être pas toutes les quantités possibles, mais que ça répond aux contraintes techniques et technologiques. Je voudrais donner la parole à Gérard par rapport à ça, sur les aspects de production d'hydrogène décarboné, massification de la production. Je crois qu'il a des points de vue un petit peu différents. C'est intéressant de l'écouter. Voilà. Oui, alors les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure de consommation mondiale, ce n'est pas l'énergie primaire, c'est l'énergie finale. Et donc, le premier point avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, c'est le fait que si on électrifie, bien sûr, il y a des usages qu'on va électrifier, mais malgré tout, il va falloir en plus de l'électricité pour produire cet hydrogène. Donc en fait, on va avoir des quantités très importantes d'électricité à produire, et je crois qu'il ne faut surtout pas, même si on électrifie davantage d'usages, il ne faut surtout pas sous-estimer les volumes qu'il va finalement falloir produire. Et donc, je vous montrerai juste après, pour ce qu'il en est du cas français, ce qu'il en est du million de tonnes d'hydrogène qui est pour le moment utilisé dans l'industrie, comment on va le produire et combien ça coûte en électricité. Alors ça, c'est le premier point. Donc, il ne faut surtout pas imaginer qu'on va diminuer, qu'on va pouvoir se contenter de quantités suffisantes d'électricité produite par des renouvelables. Alors, le deuxième point, c'est sur le coût. Parce que bon, finalement, on aborde déjà le débat avant que j'ai montré les chiffres que je voulais montrer. Pour ce qui est du coût, alors passons tout de suite à la suite. Je suis pas d'accord déjà sur le coût des renouvelables, parce que le coût des renouvelables, en fait, il faut voir si c'est qu'est-ce que ça cache, ce coût. Plutôt, oui, ce qui n'est pas dit, parce que on ne compte pas quand on dit que le solaire photovoltaïque ou l'éolien coûte tant, en fait, on ne prend pas en compte, malheureusement, les conséquences de l'intermittence. On ne les prend pas en compte du tout. Et si on ne prend pas en compte ce problème de stockage, eh bien, c'est pas correct. On sait très bien que les Allemands, par exemple, actuellement, qui ont énormément développé les renouvelables, eh bien, ils n'ont pas du tout baissé ils ont été obligés de maintenir, et ils construisent encore des centrales au gaz pour assurer le backup. Donc c'est bien un énorme problème, puisque le fait de développer des renouvelables oblige, malgré tout, à avoir des installations, soit du stockage, si on pouvait développer le stockage, soit des installations qui permettront de prendre le relais quand les renouvelables ne fonctionneront pas, sachant qu'en Europe en particulier, le photovoltaïque, c'est un facteur de charge de 10-12%, et l'éolien terrestre, 22%, et l'offshore, c'est un peu meilleur, puisqu'on peut monter à 45%, mais c'est quand même pas du tout comparable avec des centrales pilotables. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la conséquence que ça a, ce facteur de charge sur les électrolyseurs et sur le coût de l'hydrogène produit par les électrolyseurs, c'est qu'on est obligé de surdimensionner les électrolyseurs. Et ça, c'est évidemment, l'impact est très lourd sur le CAPEX, donc sur les coûts fixes et les coûts de maintenance des installations. Puisque qu'est-ce qui se passe si vous ne
ne surdimensionnez pas vos installations, et bien, quand ça va cracher plein pot, vous ne serez pas capable de prendre toute l'électricité qui vient de votre installation renouvelable. Donc, systématiquement, les électrolyseurs qui sont couplés avec des installations photovoltaïques ou éoliennes doivent être surdimensionnés par rapport à ceux qui fonctionneraient à partir du réseau. Donc, ça, c'est… Gérard? Et donc, je remontre également cette courbe qu'a montré Cédric. Alors, effectivement, il y a un point très important à discuter là-dessus, c'est que pourquoi est-ce que ça remonte, pourquoi est-ce que le coût remonte en fonction du nombre d'heures d'utilisation? Ça, c'est un peu artificiel puisque ça dépend de la régulation du prix de l'électricité. Est-ce qu'il y a une tarification heure creuse? Est-ce que le tarif de l'électricité varie au long de la journée? On pourrait très bien décider que les électrolyseurs soient alimentés par des installations dédiées et que ça marche plein pot. Et à ce moment-là, c'est effectivement lorsque le nombre d'heures de charge maximum sera atteint que le prix risque d'être le plus bas. Et donc, ma conclusion, c'est que des électrolyseurs alimentés avec des renouvelables, et plus ces renouvelables sont intermittents, plus ça sera le cas, plus ils devront être surdimensionnés et plus l'électricité sera malgré tout coûteuse. Et donc, le rapport RTE est tout à fait clair dans ses conclusions. Non. Le rapport RTE est tout à fait clair dans ses conclusions. Et c'est vraiment un énorme problème, cette compétitivité de l'hydrogène produit par des électrolyseurs, parce que même pour l'hydrogène produit par des électrolyseurs connectés à plein pot au réseau, même dans ce cas-là, on est encore loin d'approcher les prix. Et évidemment, c'est bien le problème qu'on peut obtenir avec le vaporeformage, même si on ajoutait la pénalisation soit du stockage du CO2, soit d'une taxe carbone. Parce que le calcul est très simple à faire. Si vous prenez, comme je dis tout à l'heure, 1 kg d'hydrogène, il faut 50 kWh d'électricité. Et si vous prenez le tarif actuel, le tarif de la procédure ARENA, l'accès régulé à l'électricité nucléaire, etc., c'est 42 € du mégawattheure. Le taux industriel doit être à 45, je ne sais plus, enfin, c'est dans ces eaux-là. Eh bien, vous alimentez votre électrolyseur et vous comptez que l'électricité, eh bien, vous avez déjà 2,1 € par kilogramme et c'est déjà largement au-dessus des 1,5 € par kilogramme qui est le coût du vaporeformage. Donc, Cédric, je vais vous passer la parole. Oui. Gérard, j'aimerais juste une précision. Vous donnez les limites de la production d'hydrogène à partir des renouvelables. Ça veut dire que vous, pour avoir de l'énergie électrique pilotable, vous verriez des centrales nucléaires derrière, du nucléaire pour produire de l'hydrogène. Vous avez même parlé de l'hydrogène dit bleu. Alors, il faut peut-être expliquer ce que c'est que l'hydrogène bleu. C'est l'hydrogène décarboné produit à partir de réformage de gaz naturel associé à la capture de carbone. Oui, mais attendez, on va peut-être un peu trop vite parce que ce que je voulais souligner, c'est la deuxième partie de ma réponse, c'est les potentiels des renouvelables en Europe et en France en particulier. Alors, en fait, si vous regardez un tout petit exemple, si vous considérez ce que le solaire photovoltaïque a produit en France en 2019, c'est 12 TWh d'énergie électrique, 12 TWh en comptant tout le photovoltaïque. Et donc, ça permet de produire 250 000 tonnes d'hydrogène. D'accord? Et par une coïncidence fortuite, ça correspond aussi à la production annuelle de Fessenheim. Alors, si vous comparez les deux ou même les trois, si vous remplacez Fessenheim par des éoliennes, il faut 3000 éoliennes de 2 MW de puissance. Et en fait, le point, c'est que la différence de coût, là, elle va apparaître
au niveau simplement de la taille des électrolyseurs dont vous aurez besoin dans chacun des 3 cas. Bon. Mais je voulais souligner, voilà. Ce que je voulais souligner, c'était ça. C'est ça qui me paraît fondamental, c'est les besoins. Donc, si vous regardez pour les 630 000 tonnes d'hydrogène qui sont prévues par le plan français hydrogène pour 2035, eh bien, ça correspond à 30 TWh d'électricité. D'accord? Mais si vous montez à ce qui est annoncé dans le document du ministère, c'est-à-dire à 20% de la consommation finale d'énergie, 20%, on n'est encore pas aux 100% que j'avais mentionné au début, eh bien, ça vous fait 10 millions de tonnes d'hydrogène. 10 millions de tonnes d'hydrogène, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique de doubler la production d'électricité française. D'accord? Or, actuellement, qu'est-ce qu'on a comme potentiel, comme production et comme potentiel pour les énergies renouvelables en France? En 2019, on a eu 12 TWh, comme je le disais, pour le photovoltaïque. En éolien, 31 TWh. D'accord? Et le potentiel en offshore, il est à peu près, qui n'est encore pas, qui se développe péniblement, mais qui n'est encore pas développé, mais ce n'est pas plus que 20 à 30 gigawatts. Et qu'est-ce qu'on peut sortir avec 20 à 30 gigawatts d'éolien offshore? Eh bien, 80, 85 TWh par an. Non. Et en solaire, donc on peut espérer grimper par un facteur 4 à 5, pas plus. Donc, ça n'est pas avec ça, ce n'est pas avec cette production-là qu'on va pouvoir satisfaire les besoins français en hydrogène. Et je pourrais prendre l'exemple de l'Allemagne, on arrive dans les mêmes eaux. Alors, effectivement, comme Cédric avait commencé de l'évoquer, il y a des pays qui sont bien sûr beaucoup mieux dotés. Bon. Et donc, voilà. Est-ce que je peux répondre au point fait, parce que sinon Oui. on va se perdre. Je voudrais répondre sur 2-3 points. Le premier point, ce serait de revenir très, très brièvement sur ce graphe-là. Alors, c'est vrai que cette première case-là, c'est de l'énergie primaire et pas de l'énergie secondaire. Ça, c'est de l'énergie dite finale. Et passer aux pompes à chaleur, ça réduit fortement l'énergie finale. Et ça, c'est de l'énergie finale. Le litre d'essence que vous achetez à la pompe, c'est compris comme de l'énergie finale. Et vous allez en utiliser 25 à 40% dans votre véhicule, alors que là, vous allez utiliser 80% de l'électricité qui aurait été produite pour vous permettre de rouler à l'électrique. Donc, je ne veux pas du tout sous-estimer la consommation d'énergie en général. Je maintiens qu'on réduit fortement non seulement l'énergie primaire, mais aussi l'énergie finale si on passe dans un monde tout électrique, ce qui devrait réjouir le physicien que vous êtes. Par ailleurs, alors vous me dites les coûts, ça c'est des coûts qui cachent l'intermittence. Alors oui et non. Je veux bien qu'on ait cette discussion quand il s'agit d'alimenter le réseau électrique sur lequel on a besoin de compter d'une certaine manière 24 heures sur 24, bien sûr, pour un certain nombre de choses. Il y a des besoins constants, il y a des besoins de pointe, etc. Donc, il faut du pilotable ou du stockage. Je n'en disconviens pas. Mais appliquer ça à l'hydrogène, justement, c'est ça l'erreur. Il n'y a aucune raison, et c'est ce que montre, alors je vais prendre la courbe que vous ne contestez pas, celle-ci. Il l'a montré aussi. Donc, on est d'accord sur la courbe, mais on ne la lit pas tout à fait de la même façon. Vous nous dites, comme c'est intermittent, il va falloir surdimensionner les électrolyseurs. Je ne dis pas le contraire, mais il est là ce coût. La différence dans le coût des électrolyseurs, il est double à 4 000 et qu'à 8 000, bien entendu. Mais sur le coût total de l'électrolyseur, ça fait au fond une petite différence. Et il est tout à fait normal, parce que c'est pareil dans tous les pays du monde, ce n'est pas une réglementation qui va changer ça. L'électricité aux heures de pointe est partout dans le monde entier plus chère. Pourquoi? Parce qu'on mobilise des moyens pendant des temps nettement plus courts, et ce sont généralement aussi avec des combustibles plus coûteux. L'ultime piqueur en France, c'est des centrales c'est des turbines à gaz qui marchent avec du pétrole, parce que c'est le plus sûr et le plus facile à stocker. Voilà, et donc c'est le plus coûteux.
Et donc, on n'en veut pas pour faire de l'hydrogène, on n'en a pas besoin. Donc, on n'a pas besoin pour l'hydrogène de stocker l'électricité, d'avoir des moyens de pointe, d'avoir des centrales à gaz de backup. On n'a besoin de rien de tout ça. L'idée, c'est de faire l'électrolyse uniquement à partir des renouvelables. Tant qu'on a du nucléaire en France, je veux bien qu'on en fasse avec du renouvelable, du nucléaire, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est dans le monde de demain où il y a une multiplication considérable des capacités renouvelables, parce que les potentiels dans le monde, on reviendra après sur la France si vous voulez, sont considérables. On peut faire de l'hydrogène à un coût qui devient compétitif avec celui, en tout cas de l'hydrogène bleu, et un peu plus tard avec l'hydrogène gris. Et il n'y a absolument pas besoin de tout ce que vous nous dites sur la nécessité de dépenser des sommes importantes pour avoir de l'énergie pilotable. On n'en a pas besoin. Le surcoût des électrolyseurs, il est là, vous le voyez, il est là, il est dans cette courbe. Mais non, le surcoût, c'est que vous êtes obligé, si vous voulez capter tout le débit d'énergie qui provient de vos panneaux photovoltaïques ou de vos éoliennes, vous êtes obligé de surdimensionner les électrolyseurs. Et il ne faut pas oublier que les électrolyseurs, pour les fabriquer, eh bien, il faut utiliser des matières premières, il faut utiliser tout un tas de matériaux. C'est dans cette courbe. Vous l'avez dans cette courbe. Non. Bien sûr que si. Vous avez des électrolyseurs qui marchent, par exemple, 4000 heures par an. Ils sont alimentés par un mix de solaire et d'éolien. Ça peut monter à plus, d'ailleurs, ça dépend où on se trouve. Si on se met au sud du Maroc, on aura plus de 5000 heures. Si on se met avec je sais pas, dans les Pays-Bas, on aura plutôt une électricité un peu plus chère avec l'offshore, mais on aura déjà 4 ou 5 000 heures avec l'offshore, etc. Et le surcoût des électrolyseurs surdimensionnés, parce qu'ils ne marchent que 4 000 heures par an et non pas 8 000 heures par an, pour produire le même kilogramme d'hydrogène, il est là, vous l'avez là, ce surcoût. Non, mais le surcoût, attention, le surcoût, il n'est pas uniquement déterminé par le nombre d'heures de fonctionnement. Mais parce que si vous avez une installation, c'est un problème de robinet. Si vous avez un électrolyseur dont le débit d'entrée n'est pas suffisant, eh bien, vous allez être obligé de décréter de faire de l'effacement de la puissance du débit qui provient de votre installation. Donc, vous êtes obligé de toute façon de surdimensionner. Mais ce surdimensionnement, il est là, il est dans ce schéma. Vous l'avez là. Non, ce schéma, il vaut pour tous les électrolyseurs. Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de la technologie des électrolyseurs quand même, parce que c'est un aspect qui est important. Je ne sais pas. Si? Pourquoi? Allez-y, mais rapidement pour voir en disant voilà, ce que vous voulez faire derrière. Très rapidement. Alors, donc, en gros, il y a trois technologies pour l'électrolyse. Et il y en a une qui est la seule qui soit vraiment mature actuellement. Donc, c'est l'électrolyse alcaline. Et ça marche assez bien parce qu'on peut avoir l'électrolyte ne coûte pas cher, c'est de la potasse. Il n'y a pas de métaux nobles et on a des unités de grosse puissance. Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Il y a quand même une limitation parce que ça ne supporte pas des variations très rapides de charge et c'est limité en pression. Parce qu'un des gros problèmes de l'hydrogène sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que pour l'utiliser, il faut qu'il soit, pour beaucoup d'applications, il faut qu'il soit à haute pression. De toute façon, il faut le stocker et en gros à 700 bars. Donc, plus on peut sortir à haute pression des électrolyseurs, meilleur ça est. Alors, il y a deux technologies qui sont un peu pas en compétition, mais qui correspondent finalement à des champs d'application, des domaines d'application différents. Il y a les électrolyseurs à membrane, à échange de protons, et donc qui sont très intéressants vis-à-vis de l'utilisation avec les renouvelables et avec lorsqu'on a des variations rapides de charge et qui sont donc bien adaptés à ces sources, mais qui présentent aussi un autre avantage, c'est qu'on utilise de l'eau et pas d'électrolyte. Mais le gros inconvénient, c'est qu'elles utilisent des métaux nobles, de l'iridium pour les électrodes, c'est exactement le même problème que pour les piles à combustible qui doivent fonctionner avec un catalyseur qui est en général du platine et qui fonctionne en gros sur le même principe. Donc ça marche, c'est bien, mais c'est parfait pour des petites unités
Et je ne vois pas pour le moment, si on arrive à s'affranchir de cette histoire de métaux nobles, ce sera parfait, mais ce n'est pas encore le cas. Et la deuxième piste qui est également, qui est encore moins avancée, et qui est encore au niveau de la R&D, c'est les électrolyseurs à électrolyte, donc électrolyte solide. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse à haute température et qui présente l'énorme avantage de ne pas utiliser de métaux nobles et éventuellement de fonctionner, d'avoir de la chaleur cogénérée et qui peuvent marcher en sens inverse, c'est-à-dire qu'elles peuvent fonctionner aussi en pile à combustible. Et donc, mais pour le moment, ce n'est pas encore complètement développé. Donc, en fait, ce sont les deux pistes, mais qui sont pour le moment, peut-être les électrolyseurs à membrane sont un peu plus avancés pour le moment. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire sur les électrolyseurs. Mais de toute façon, un électrolyseur, quelle que soit la technologie, c'est comme les installations destinées à capter les énergies renouvelables, ce sont des installations qui mobilisent beaucoup de matériaux, beaucoup de matières premières, et je trouve c'est une espèce de… Il y a tout un imaginaire autour des renouvelables qui est dangereux, parce que comme toutes les sources d'énergie, que ce soit les renouvelables ou les énergies de stock, eh bien, il faut de toute façon construire des installations pour les utiliser. Alors, pour les renouvelables, les flux sont évidemment inépuisables, mais les installations qui sont destinées à les capter, elles ne sont pas du tout gratuites. Donc, c'est pour ça, quand vous évoquez la possibilité de produire d'énormes quantités d'hydrogène à partir de milliers de kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques ou des choses comme ça, il faut quand même faire attention aux quantités de matériaux que ça va induire. Ce n'est pas gratuit tout ça. Et donc cette histoire de rendement et de fait que d'utiliser uniquement des sources électriques, ça va être que du bonheur, il faut faire attention. D'autant que, alors ça c'est un autre point, je voudrais rebondir quand même sur un autre point que vous avez évoqué, c'est les besoins en chaleur. Il ne faut pas sous-estimer les besoins en chaleur. Et donc si on peut avoir des installations renouvelables ou pas, d'ailleurs je trouve que c'est un vrai scandale qu'on n'ait pas développé davantage le solaire thermique chez nous, ni ailleurs en Europe d'ailleurs, enfin la plupart du temps. Parce que la chaleur, c'est très important. On ne peut pas tout faire avec de l'électricité. Les piles à combustible, les pompes à chaleur, c'est parfait. Je vous l'accorde, il faudrait absolument développer ça. Mais on a aussi des sources de chaleur renouvelables qu'il faudrait davantage utiliser. Est-ce que je peux… Cédric, un petit mot de conclusion sur ce volet production avant qu'on passe au volet usage. Il y a beaucoup de débats entrecroisés. Oui, oui. Bon, je vais être très bref sur les différents types d'électrolyseurs. On prête aux électrolyseurs à membrane la vertu de pouvoir s'adapter très facilement aux renouvelables, mais les autres peuvent aussi s'adapter très facilement aux renouvelables parce qu'en réalité, l'intermittence, c'est, je dirais plutôt la variabilité, c'est rarement sur des périodes aussi courtes que celles que seuls les électrolyseurs PEM peuvent suivre. Donc, en fait, on a des évolutions beaucoup plus lentes, beaucoup plus modérées que les électrolyseurs alcalins ou probablement, c'est moins sûr, les électrolyseurs à haute température savent suivre. Mais pour moi, c'est une question un peu de détail. On se moque un peu au fond de savoir lesquels électrolyseurs seront utiles. Et la question des matériaux, on y reviendra peut-être plus tard. Je ne veux pas fabriquer d'énormes quantités d'hydrogène. Je pense qu'on va devoir fabriquer de grandes quantités d'électricité, dont une petite partie ira à la production d'hydrogène pour combler dans les usages où l'électricité ne peut pas fonctionner autrement que par le truchement de l'hydrogène.
Donc, c'est quand même important à garder en tête. Donc, je ne veux pas sous-estimer les besoins, mais je ne veux pas non plus les surestimer en imaginant que l'hydrogène va remplacer tous les combustibles fossiles avec des mauvais rendements dans des moteurs à combustion interne, avec des mauvais rendements. La chaîne totale des rendements de l'hydrogène dans un véhicule, c'est de l'ordre de 25%, on va le voir, parce qu'il y a des pertes tout au long de la chaîne, alors qu'avec l'électricité, on a un rendement de 75%. Donc, il me faudra 3 fois moins de matériaux et 3 fois moins d'éoliennes et 3 fois moins de solaire si j'ai des voitures électriques que si j'ai des voitures à hydrogène. Oui, mais alors, si je peux me permettre, mais comment est-ce que vous gérez l'intermittence des renouvelables ou ce que vous appelez variabilité? Il faut quand même pas, faut faire attention. Cette variabilité, les fluctuations sont énormes. Si on regarde les fluctuations de la demande, elles sont de l'ordre de 10%. D'accord? Non, pas d'accord, pas d'accord. Elles sont beaucoup plus importantes que ça. Non, celle de la fluctuation de la demande, c'est de l'ordre de la dizaine de pourcents. Mais non, regardez, Le réseau. mais non, pas du tout, pas du tout. Mais si. Bah, écoutez. Et si vous regardez maintenant les fluctuations ou les variations des renouvelables, ça dépend des sources, évidemment, ça dépend des endroits, mais ça peut monter à 100%. Oui, le Donc, soleil ne brille pas la nuit, je vous l'accorde. bien sûr, mais même pour l'éolien, les variations sont énormes. Le problème de l'alternance jour-nuit, ce n'est pas ça qui est fondamental, parce que ce qui compte, c'est l'échelle de temps sur laquelle se produisent ces variations. C'est ça le point. Alors, pour reprendre si vous l'exemple avez sur lequel j'étais, pour dire que je préfère l'électricité à l'hydrogène chaque fois que je peux, je vais reprendre l'exemple de la voiture électrique. Elle a son stockage. Je n'ai pas besoin de stocker de l'hydrogène, ce qui va généralement coûter assez cher, à la fois à bord et dans les stations de recharge, etc., alors que je peux stocker l'électricité dans les batteries. Ben oui, mais combien vous faudrait-il de batteries pour lisser la variabilité des sources renouvelables? Vous n'allez pas uniquement alimenter des véhicules automobiles et des Non, batteries. non, mais c'était pour vous donner cet exemple-là. Le Oui, reste, je ne vais pas forcément le faire avec des batteries. Déjà, une des vertus de l'hydrogène et des électrolyseurs, c'est que ça met des charges effaçables sur le réseau. Il y en aura d'autres. La chaleur va se stocker facilement. Vous avez raison sur le solaire thermique, mais le solaire thermique dans l'industrie, c'est 200 installations dans le monde. Le solaire thermique, c'était un grand espoir il y a 15 ans. J'ai écrit des papiers là-dessus. On a pensé des politiques là-dessus. C'est difficile, c'est très difficile. On peut faire des choses, mais on ne peut pas faire énormément de choses. Et on le voit bien, le solaire thermique dans l'industrie reste un nain, même à côté de la biomasse dans l'industrie. mais je ne parle pas de l'industrie. Moi, je vous ai parlé du solaire thermique pour l'habitat. Et c'est le même problème, Oui, c'est le même problème que celui de la rénovation thermique. mais je suis tout à fait pour en faire. Le fait est qu'aujourd'hui, le photovoltaïque est si peu cher que même pour produire de la chaleur, ça devient intéressant de le faire avec du photovoltaïque et de le faire avec un stockage de chaleur intégré. Et c'est ça qu'on va voir pousser dans l'industrie, mais aussi dans le bâtiment. De plus en plus, ça vaut la peine de le faire avec l'électrique parce que c'est beaucoup plus facile à installer. Mais je Oui. suis pour le solaire thermique, hein, on est d'accord. Il reste 10 minutes à peu près pour parler des usages. Moi, si je comprends bien, donc l'hydrogène va permettre de décarboner un certain nombre de pans de l'économie. Vous, Cédric, vous dites que tout l'hydrogène peut se faire par les renouvelables. Gérard, vous dites que les renouvelables ne sont pas suffisants pour répondre à la demande massive d'hydrogène qu'on peut avoir et qu'il va falloir faire un tri dans les usages ou un choix il va falloir faire des arbitrages dans les usages utilisés. Cédric, je vous laisse commencer sur ce sujet. Volontiers. Alors, je vais montrer ça. Voilà. Les usages les plus pertinents de l'hydrogène vert. Le premier, qui a été assez bien vu dans le plan français, c'est de verdir l'hydrogène dans ses usages actuels. Et par exemple, dans le dernier World Energy Outlook de l'AIE, on voit une forte progression dans le scénario, l'amorce de scénario émissions nettes nulles en 2050, eh bien, on voit une forte progression de l'hydrogène bas carbone dans la production d'ammoniac et de méthanol, puisque c'est ce qu'on devrait avoir déjà
en 2030, pratiquement 16%. La sidérurgie, c'est un domaine très important, c'est 7% des émissions mondiales de CO2 aujourd'hui, ce sera vraisemblablement 15% dans pas très longtemps, à fur et à mesure qu'on décarbonise la production d'électricité. Et il y a deux façons de faire de l'acier. La moitié des émissions, si vous voulez, c'est les émissions du procédé qui consiste à réduire les oxydes de fer, c'est-à-dire le minerai de fer, en fer métallique. Et pour ça, on utilise massivement du charbon ou dans les hauts fourneaux, ou par la filière dite de réduction directe, on utilise du gaz naturel. Ce gaz naturel, on peut le remplacer par de l'hydrogène pur, et à ce moment-là, comme ensuite ce fer réduit va dans des fours à arc électrique, on peut avoir, si ces fours à arc électrique sont alimentés par de l'électricité bas carbone, eh bien, on peut avoir une production d'acier bas carbone. Donc, c'est un enjeu considérable puisque c'est 10% des émissions mondiales. Ça, c'est un vrai rôle pour l'hydrogène. Il y a le stockage et le transfert d'énergie renouvelable pour la production électrique, mais ça, je dirais, c'est en fin de processus de décarbonisation. Notamment, alors, je ne vais pas parler de la France, puisque la France a l'extrême chance d'avoir du nucléaire, mais au plan mondial, où essentiellement, on pense qu'on va avoir environ dans le scénario de développement durable de l'AIE, il y a 58% de renouvelables en 2050 dans le monde. On a 10% de nucléaire comme maintenant. Dans ces renouvelables, il y a 15% d'hydroélectricité et le reste, 5% de bioélectricité. Et le reste, c'est massivement de l'éolien et du solaire. C'est des 25% et 22% de solaire et d'éolien respectivement. Quand on va aller vers la décarbonisation ultime des niveaux d'électricité, où on aura besoin de centrales thermiques d'équilibrage, on est bien d'accord. Donc au début, on va mettre du gaz, mais à terme, il faudra mettre un combustible sans gaz et ce sera vraisemblablement de l'hydrogène ou ce dérivé de l'hydrogène qui est l'ammoniac, qui est plus facile à stocker. On va fabriquer de l'ammoniac non seulement pour les fertilisants et les explosifs comme aujourd'hui, mais aussi comme un combustible. Les Japonais, dans leur programme actuellement, veulent importer de l'ammoniac fait avec de l'hydrogène vert ou bleu pour mettre dans leurs centrales à charbon en co-combustion et diviser par 2 leurs émissions de CO2 de ces centrales avant de passer à des centrales à gaz qui brûleront de l'ammoniac ou de l'hydrogène. Et on va aussi utiliser l'ammoniac dans le transport maritime parce qu'on peut mettre des batteries sur les ferries entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer, mais on ne peut pas mettre des batteries pour traverser les océans parce que les volumes de batteries nécessaires et les coûts empêcheraient d'avoir quelque chose d'utile à transporter. Donc, on va utiliser leur moteur électrique actuel, leur moteur à combustion interne actuel, qui sont très efficaces, et mettre dedans un combustible dérivé de l'hydrogène. Pour l'aviation, c'est un peu le même problème. On ne peut pas mettre des batteries. Là, c'est le poids qui est très vite l'enjeu déterminant. On peut s'amuser à faire des taxis qui vont faire 50 km ou peut-être des avions régionaux qui feront 300 km, je ne sais pas. Mais on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas avoir le long haul voilà, ce qui fait l'essentiel de l'aviation quand même aujourd'hui, ou en tout cas avant la pandémie, c'est des trajets de longue distance. On ne peut pas faire ça avec des batteries. On peut faire ça avec du kérosène de synthèse pour l'aviation. On pourra peut-être le faire un jour avec l'hydrogène, mais c'est très compliqué et ça arrivera vraisemblablement trop tard pour réduire nos émissions. Par contre, on va faire du kérosène de synthèse, de préférence en capturant le carbone dans l'air ou en utilisant le carbone de la biomasse pour que ce soit parfaitement recyclable. On voit ici que dans la biomasse, en réalité, quand on fait un biocarburant aujourd'hui, on a un surplus de carbone parce qu'on n'a pas assez d'hydrogène. Donc, en fait, l'idée, c'est de rajouter de l'hydrogène électrolytique dans la production des biofuels et finalement de produire 2, 3, peut-être 4 fois plus de fuel à partir de la même base de biomasse et donc d'utiliser beaucoup mieux la biomasse soutenable qu'on peut avoir qui n'est pas extensible à l'infini, sinon il y a une compétition avec la production alimentaire, avec la biodiversité, mais on peut au moins, avec l'hydrogène électrolytique, multiplier par 2, 3 ou 4 les fuels qu'on réussit à produire, les fuels durables qu'on réussit à produire avec la biomasse. Et c'est à peu près tout. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de bonne raison d'utiliser, sauf pour des niches, d'utiliser l'hydrogène ni pour le chauffage des bâtiments, ni pour la chaleur dans l'industrie, ni pour les transports terrestres. Et je voulais
annoncé tout à l'heure, l'efficacité comparée du véhicule à batterie et du véhicule à hydrogène, vous voyez que voilà, il faut à peu près entre 2 et 3 fois plus d'électricité au départ pour faire marcher un camion ou une voiture avec de l'hydrogène électrolytique que pour faire marcher un camion à batterie. C'est une différence énorme et je pense qu'elle va compter parce qu'effectivement, il faut compter les matériaux des batteries certes, mais aussi les matériaux qui servent à construire les renouvelables, on est bien d'accord, et il ne faut pas gaspiller cette énergie, même si le potentiel est très important. De toute façon, on n'a pas le loisir de gaspiller, alors qu'il faut décarboner l'économie au plus vite. Et vous voyez que maintenant, même les fabricants de camions tentent à abandonner les camions hydrogène au profit des camions électriques parce qu'ils s'aperçoivent qu'avec les progrès qui ont été faits sur les batteries, une autonomie de 450 km est assez facile. Au-delà de 400 km, en fait, en Europe, les chauffeurs sont obligés de s'arrêter 45 minutes. Ça peut être le temps d'une charge rapide qui permet de faire un autre trajet de même distance. Et après, c'est la nuit. Je veux dire, les camions ne roulent pas 24 heures sur 24. Et donc, l'essentiel du travail des camions pourra être fait avec des camions purement électriques. Oui, je suis bien d'accord, mais même avec les usages, même en limitant l'utilisation de l'hydrogène à ces usages que vous avez mentionnés, je suis d'accord, mais même avec ça, je ne vois pas, il est absolument impossible avec les renouvelables d'arriver à produire les quantités nécessaires. C'est bien ça le problème. Et pourquoi? Pourquoi? Mais il suffit de regarder les chiffres. Regardons les chiffres. Regardons les chiffres. Eh ben, attendez. Le sommaire nous envoie. On va laisser Gérard Attendez. s'exprimer sur ce problème-là. Attendez, je voudrais qu'on revienne sur les chiffres. Alors, sur les raffineries, sur le raffinage et la chimie, eh bien, si on veut produire de façon purement électrolytique les 70 millions de tonnes utilisées actuellement, en gros, eh bien, ça fait 3500 TWh, ce qui représente 15% de la production mondiale d'électricité. D'accord? Oui. Donc, et ça, c'est uniquement les usages actuels. Oui. Si on rajoute, et là, vous avez complètement raison, c'est un objectif vraiment important. Si j'essaye de déplacer mon truc là, c'est la production d'acier par réduction directe. Et là, on est actuellement à 4 millions de tonnes d'hydrogène par an. On va passer peut-être à 8 millions de tonnes en 2030. Mais à long terme, si on veut complètement libérer du carbone, d'émissions de CO2, le processus, c'est 62 millions de tonnes d'hydrogène par an. C'est des quantités considérables. Et n'oublions pas aussi les applications dans les cimenteries pour lesquelles on n'a pas de solution pour décarboniser. Et donc là, c'est encore des quantités très importantes. Et donc, vous avez mentionné l'utilisation, la production d'ammoniac. Je suis tout à fait d'accord. C'est sans doute le meilleur moyen, avec une utilisation partielle dans les machines des bateaux qui le transportent. Mais malgré tout, ça, ce sont encore d'énormes quantités. D'important, hein, oui. des très grosses quantités. Et donc, alors, le transport routier, on oublie, parce qu'effectivement, si on prend la flotte mondiale, on arrive à 300 millions de tonnes d'hydrogène. Et en fait, si on additionne tout ça, on retombe sur les ordres de grandeur que j'ai mentionnés en tout début. D'accord ? Donc, le problème, c'est que on n'a absolument pas la possibilité de développer des renouvelables pour produire tout cet hydrogène. Je ne vois pas je ne vois pas du tout ça possible, même si on se limite aux utilisations prioritaires qui doivent être celles qui sont les utilisations dans l'industrie actuelle. Ça, bon, clair. Alors, on a des points d'accord. Donc, pour moi, je ne vais pas passer tout de suite à ma conclusion, mais pour moi le nucléaire est incontournable, et même pas le nucléaire actuel. C'est vraiment, c'est pas suffisant. Et je vois, je ne sais pas si on va aborder la discussion après sur la suite, mais si on veut vraiment décarboner, si notre but est vraiment la neutralité carbone
et de décarboniser nos économies, il faut bien penser aussi qu'il y a des tas de pays qui sont dans un état de pauvreté actuel, dont ils espèrent bien sortir en dépensant plus d'énergie. Et donc, il faut bien penser qu'on on va aussi avoir à compter sur une croissance de la demande en énergie au niveau global. Et donc, je ne vois pas d'autre solution. Si on veut utiliser l'hydrogène comme moyen de décarbonisation, de nous débarrasser de cette addiction aux fossiles, et en particulier au pétrole et au gaz. Le charbon, c'est un autre problème, mais enfin, qui est également aussi important, et même peut-être plus, parce que le charbon, il y en a encore pour plus longtemps. Gérard, on va conclure rapidement et je vais juste passer la parole à Cédric après pour conclure 2 minutes avant qu'on écoute les questions qui viennent des personnes qui nous écoutent. Alors, je coupe le... Bon, juste, alors juste deux, trois remarques. On a des points d'accord assez importants. Il faut l'hydrogène pour la chimie, il faut l'hydrogène pour la sidérurgie, il faut l'hydrogène pour l'aviation, il faut l'hydrogène pour les bateaux. On n'est pas d'accord sur la façon de le produire. Je ne vois pas de bonne raison pour laquelle les renouvelables ne pourraient pas, en tout cas à terme, produire l'hydrogène nécessaire et surtout toute l'électricité nécessaire pour électrifier tout le reste, ce qui est le plus important. Mais c'est à la limite un autre débat. Je ne mets pas la chaleur haute température là-dedans parce qu'on peut très bien faire avec d'autres solutions. D'abord, on peut décarboner une bonne partie du ciment en changeant le clinker. Ensuite, on peut électrifier les cimenteries pour une partie. L'électricité, contrairement à ce qu'on croit souvent, peut fournir de la chaleur à n'importe quel niveau de température. D'ailleurs, on a des techniques de four à plasma. Ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, monsieur Bonhomme. Donc on peut atteindre tous les niveaux de température qu'on veut. Donc, ce n'est pas en soi un problème. Et je vais peut-être juste partager ça. Quand on fait de l'électricité pour l'industrie, on peut avoir souvent des efficacités nettement plus importantes. On peut gagner du temps, on peut gagner du confort pour les gens qui travaillent, on peut réduire les malfaçons et éviter les gaspillages. Alors, on peut électrifier la chaleur industrielle pour éliminer les flux de CO2 dilués, par exemple pour le réformage du gaz naturel. Parce que je veux dire, oui, on peut tout à fait, dans une transition, avoir besoin d'hydrogène bleu ou d'hydrogène turquoise, c'est-à-dire obtenu par craquage du méthane, craquage thermique qui donne de l'hydrogène et du carbone solide, pas de CO2. Carbone solide qui peut avoir une valeur économique importante, l'oxygène aussi, mais le carbone solide peut avoir une valeur économique importante s'il est sous forme de noir de fumée. Mais on peut aussi électrifier. Il y a Haldor Topsoe en ce moment au Danemark qui est en train d'électrifier la production d'hydrogène par réformage, qui élimine le tiers des émissions qui sont les émissions diluées, qui sont celles qui sont difficiles à capturer. Les émissions de procédés sont plus faciles à capturer. Vous avez les cimentiers qui sont aussi en train d'essayer d'électrifier la production cimentière, mais c'est un des leviers sur lesquels on peut agir pour le ciment. Donc il faut des grandes quantités. Vous avez les bons ordres de grandeur pour les bateaux, pour les avions, le kérosène, pour la sidérurgie, pour la chimie, on est d'accord, il faut pas mal d'hydrogène. C'est ce qui me fait dire d'ailleurs à tous les gens qui me disent mais la mobilité hydrogène, mais alors il faut la développer pour réduire le coût de l'hydrogène. Non, on a largement assez de besoin d'hydrogène industriel pour avoir des effets d'apprentissage et de série et de scaling up sur les électrolyseurs. Ça, ce n'est pas le sujet. On n'a pas besoin de développer des usages 3 fois moins efficaces que l'électricité directement utilisée pour développer l'hydrogène. Je voulais faire un autre point parce que j'avais à peu près des mêmes chiffres que vous, donc je ne vais pas insister là-dessus. Je voulais revenir sur juste un sujet, c'est qu'effectivement, une bonne partie de cet hydrogène peut être produit là où les ressources éoliennes et solaires sont extrêmement abondantes par rapport à la consommation locale. Mais évidemment, cette énergie qu'on va produire avec du photovoltaïque et de l'éolien, on ne va pas la transporter sur des milliers de kilomètres dans des lignes électriques, et on ne va pas non plus la transporter sur des milliers de kilomètres sous forme d'hydrogène, parce que le transport de l'hydrogène, alors
peut-être entre le Maroc et l'Europe, oui, on peut avoir un pipeline, mais sur les océans, c'est hors de prix. Il faut liquéfier à moins de 253 degrés, il faut mettre dans des bateaux très compliqués à construire. On ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est on va transformer sur place l'hydrogène en ammoniac pour les usages actuels et pour les usages de combustible, en méthanol pour les usages actuels et peut-être pour quelques usages de combustible, en hydrocarbures de synthèse, il peut y avoir du diesel de synthèse, il peut y avoir surtout du kérosène de synthèse, puisque là, on en a absolument besoin si l'aviation doit reprendre son vol, et puis éventuellement d'ailleurs en fer réduit, parce que si on a des minerais de fer en Afrique du Nord et de l'hydrogène en Afrique du Nord, on ne va pas importer tout ça en Europe pour ensuite envoyer l'acier en Afrique, qui est le marché de demain pour l'acier, comme tout le monde le sait. Donc, on va plutôt faire sur place et transporter ce qui est facile à transporter. Le fer métallique, c'est facile à transporter. Les hydrocarbures de synthèse, c'est facile à transporter. Le méthanol, c'est facile. Et l'ammoniac, ça se transporte déjà par 10 millions. Si je comprends bien, c'est-à-dire que si vous fabriquez de l'hydrogène au Maroc ou dans les pays chauds, on peut mettre beaucoup de solaire, Oui. vous ne l'importez pas sous forme d'hydrogène. Ce n'est pas de l'hydrogène que vous apportez en Europe. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Nos amis japonais ont cherché ça pendant longtemps. Ils ont cherché les bons vecteurs pour transporter l'hydrogène. Ils voulaient importer de l'hydrogène d'Australie ou du Proche-Orient, vert ou bleu. Et ils ont cherché la liquéfaction de l'hydrogène. Ils ont cherché les liquides organiques qu'il faut hydrogéner, puis déhydrogéner, puis etc., transporter dans les deux sens. Et ils ont cherché l'ammoniac. Et là, ils se sont aperçus que l'ammoniac avait cet énorme avantage qu'à l'arrivée, on n'était pas obligé d'extraire l'hydrogène, on pouvait utiliser l'ammoniac à peu près tel quel. Alors, dans certains cas, sur les bateaux, il faut peut-être extraire une petite partie d'hydrogène pour améliorer la flammabilité de l'ensemble dans une turbine à gaz ou dans un moteur à combustion interne. Mais en gros, oui, on ne va pas extraire l'hydrogène à l'arrivée, on va plutôt fabriquer sur place les produits semi-finis dont on a besoin, et ceux-là, on peut les importer. Et effectivement, ça permettra de soulager la production nécessaire renouvelable dans les pays denses, où la demande est forte par rapport à la place disponible, et de ne pas ajouter à cette difficulté de déploiement de façon importante en faisant aussi de l'hydrogène. Donc, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans les questions, et vous avez déjà répondu à pas mal de questions. Attendez, je voudrais quand même réagir quand même à ça sur un plan un peu plus général. C'est que je vais peut-être remettre ma caméra. Ça marche? Ah non, oui. Voilà, oui. Donc, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous envisagez bien, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, que tout cet hydrogène ou même cette électricité sera produite ailleurs qu'en Europe, ailleurs que chez nous. Et d'ailleurs, même, c'est parce que c'est plus important que ça, ce n'est pas uniquement l'hydrogène, l'électricité pour produire l'hydrogène dont on aura besoin, mais je vois aussi toute l'électricité que vous envisagez, puisque si on double en Europe, si on double la part de l'électricité dans notre énergie finale pour électrifier et décarboniser, eh bien, cette électricité, on ne pourra pas la produire non plus chez nous parce qu'on n'en aura pas assez avec les renouvelables. Donc, finalement, là se pose de nouveau, mais de façon indirecte, le problème du vecteur énergétique et de la façon dont cette électricité, nous pourrons la récupérer chez nous. Donc ça, c'est un point. Et ça me paraît, ça va dans un sens qui est quand même assez clairement orienté vers une perte de souveraineté de l'Europe, c'est-à-dire que vous envisagez allègrement que de nouveau, comme c'est encore le cas d'ailleurs pour le pétrole et pour le gaz, on n'ait aucune autonomie. Et il y a un aspect géopolitique extrêmement important là-dedans. Ce n'est pas nous qui allons produire les ressources énergétiques dont nous aurons besoin. C'est pour ça que personnellement, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant pour nous, Européens, et en plus, du point de vue d'une efficacité de la décarbonisation, de développer une filière nucléaire dédiée pour produire de
l'hydrogène et de l'électricité et de la chaleur via des méthodes de cogénération, de façon à ce que nous soyons le plus autonomes possible. Alors, vous allez me dire, le nucléaire actuel, on n'est pas autonome puisque l'uranium, le minerai, ne vient pas de chez nous et qu'en plus, il est épuisable. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue les réacteurs de 4e génération qui, en plus, permettent de fermer le cycle des déchets et donc de régler, au moins en partie, le problème des déchets nucléaires des centrales et le problème, en tout cas, de la disponibilité de la ressource. Donc, moi, je ne suis pas, comme on dit, un nucléocrate ni un opposé aux énergies renouvelables. Je vois simplement que si l'objectif principal, et à mon avis, c'est celui-là qui est l'objectif principal, c'est la neutralité carbone en 2050, je ne vois pas comment on peut faire l'impasse sur le nucléaire. Parce que, évidemment, vous proposez des solutions, mais qui vont faire que l'électricité, l'hydrogène seront produits ailleurs qu'en Europe. Cédric, j'aimerais que vous puissiez répondre sur le nucléaire, mais que vous répondiez aussi sur le côté de l'indépendance énergétique qui a été soulevé et la capacité de réindustrialiser l'Europe, peut-être à partir des renouvelables aussi. Oui, oui, je vais pas, on va pas avoir un débat sur le nucléaire. C'est pas, pour moi, ça n'est pas le sujet. C'est un sujet marginal. On le voit comme un éléphant dans la chambre parce qu'on est français, mais au point de vue mondial, c'est un sujet marginal. Donc, je vais plutôt parler de la question de l'indépendance énergétique pour dire cette chose toute simple. Aujourd'hui, on importe l'essentiel de nos combustibles fossiles, on importe l'essentiel de notre énergie primaire. Si on passe à un monde électrifié fortement à partir des renouvelables, on sera sur un monde beaucoup plus indépendant pour ce qui est de l'Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut chercher l'autonomie absolue. La sécurité énergétique n'est pas l'autonomie, elle est la diversité des fournisseurs. Il y a beaucoup plus de pays qui peuvent produire de l'hydrogène ex-renouvelable que de pays qui nous exportent du pétrole ou du gaz. Ce n'est pas les mêmes pays. Ces pays qui font du pétrole et du gaz, d'ailleurs, pour la plupart, le Proche-Orient, ils peuvent aussi faire de l'hydrogène vert ou de l'hydrogène bleu. Mais il y a d'autres pays sans pétrole ou sans gaz qui peuvent en faire partie aussi. Vous avez l'Argentine et le Chili, vous avez l'Australie, vous avez le Maroc, etc., qui ne sont aujourd'hui pas des pays exportateurs d'énergie. Donc, on peut augmenter la diversité de nos productions d'énergie et avoir une production d'énergie domestique, locale, beaucoup plus importante avec les renouvelables. Donc, voilà. Vous ne répondez pas à ma question sur la façon dont l'électricité dont on va avoir besoin en plus grande quantité, si on électrifie les usages, va pouvoir nous provenir de ces pays. Non, ce n'est pas celle-là qui va nous produire. Mais si, parce que… Ou alors peut-être une toute petite partie, celle qui peut aider à achever la décarbonisation d'un système électrique essentiellement basé sur les renouvelables, qui aura besoin de centrales thermiques d'équilibrage pour la fameuse semaine sans vent ni soleil, où il faudra brûler un combustible sans carbone. Et celui-là, on pourra effectivement l'importer et le stocker, soit dans les cavités salines sous forme d'hydrogène gazeux, soit dans des réservoirs en acier sous forme d'ammoniac. Donc celui-là, on va l'importer, mais au total, ces importations énergétiques seront beaucoup moins importantes que maintenant. Alors, j'ai une question là-dessus, justement, sur le stockage, sur le transport. C'est quel est le poids en termes d'infrastructure des coûts additionnels apportés par le transport en pipe, les infrastructures, en fait, et le stockage derrière, comparé à le coût de production? Alors, c'est relativement faible. Je vais essayer de vous le montrer si je retrouve J'avais entendu parler de 0,5 euros par kilo d'hydrogène comparé à… Alors, je vais essayer de vous le montrer. Ça dépend évidemment quelle forme on utilise. Hein. Donc, ici, sur ce schéma, on a des coûts de l'énergie. Hein. On est en dollars par mégawattheure, pouvoir calorifique inférieur, pour divers produits. Donc là, on a par exemple de l'ammoniac qui est fabriqué au Maroc, voilà, là on a pris le Maroc, avec un coût d'électricité à 30 $ le mégawattheure, ce qui est le coût des contrats signés il y a déjà longtemps pour l'éolien et le photovoltaïque aujourd'hui au Maroc est en dessous. Donc, voilà, ici, on a la production, on a l'électricité, on a le CAPEX des électrolyseurs, on a le CAPEX de la boucle Haber-Bosch qui fait de l'ammoniac.
on a les OPEX qui vont avec, et là, on a le transport. Donc, ce n'est pas totalement négligeable, mais c'est quand même assez petit. Pourquoi? Parce que l'ammoniac est déjà transporté de façon massive dans le monde. Il est transporté dans des pipelines assez longs. Il y a un pipeline de près de 2500 km qui va sur Odessa, qui arrive de Russie et qui va à Odessa. Et puis, on a des pipelines aussi aux États-Unis. Et puis, autrement, on a des bateaux qui transportent l'ammoniac de façon courante dans le monde aujourd'hui. Si on fait de l'ammoniac local, que ce soit pour nos besoins énergétiques ou nos besoins de fertilisants, avec une électricité qui va être 2 fois plus chère, on est déjà là. Et puis, on a encore le capex des électrolyseurs, le capex de l'ammoniac et les OPEX. Et donc, on a un coût nettement plus élevé. Donc, ça vaut le coup de l'importer. Le coût du transport n'empêche pas ça. Par contre, si on essaye d'avoir de l'hydrogène pur chez nous et qu'on l'envoie sous forme d'ammoniac, et ensuite il faut extraire. Et il y a une grosse incertitude sur les coûts d'extraction. Ça dépend du niveau de purification qu'on veut. Si c'est pour mettre dans un bateau, ça sera moins cher que ça. Si c'est pour mettre dans une pile à combustible, ça sera assez cher parce qu'il nous faut 6-9 de pureté, et donc ça sera assez cher et il y a une grosse incertitude. Si je veux faire de l'hydrogène local, malgré mon électricité 2 fois plus chère que l'hydrogène que j'envoie ici sous forme d'ammoniac, eh ben, je vais probablement être plutôt moins cher et effectivement, on préférera la produire sur place plutôt que de l'importer s'il n'y a pas d'un avantage économique évident. Si je l'envoie par pipeline, ça sera un peu moins cher. Là aussi, il y a une incertitude. Ce qui est écrit ici, c'est la partie d'incertitude. Mais en gros, le transport ne coûte pas horriblement cher en pipeline. Évidemment, on peut faire un pipeline avec l'Afrique du Nord. On ne va pas en faire un ni avec l'Égypte, ni avec le Proche-Orient, ni avec l'Afrique du Sud, ni avec le Chili. Et puis, si on le met sur des bateaux, alors là, c'est un peu catastrophique parce qu'on a des coûts de liquéfaction, des coûts franchement élevés, et puis une grosse incertitude ensuite sur l'ensemble de ces… Là, si j'ose dire, j'ai mis le prix de la liquéfaction dans l'hypothèse la plus favorable vers là où on va, mais aujourd'hui, on est 2 fois plus cher dans les installations de liquéfaction qu'on a, etc. Donc, il y a une grosse incertitude et ça ne vaudra pas la peine non plus de le mettre sur des bateaux. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, tout dépend de la forme. Et en gros, mon hypothèse, c'est qu'on va importer quand c'est des produits qu'on va utiliser sous cette forme-là et non pas quand ce sera pour en extraire l'hydrogène. Merci. Alors, Gérard? oui, je voudrais revenir sur un point, puisque l'application prioritaire, et nous sommes bien d'accord là-dessus, l'usage prioritaire doit être l'usage industriel. Et il ne faut justement pas oublier que pour beaucoup d'usages industriels, il est très important d'avoir une alimentation continue de l'hydrogène. Et ça, c'est en général quelque chose qui n'est pas permis par des électrolyseurs qui sont alimentés par des renouvelables variables, si vous n'aimez pas le mot intermittent. Et ça, c'est un point justement qui est très bien analysé dans le rapport RTE quand il compare les différents types d'alimentation des électrolyseurs. Et donc, si vous alimentez des électrolyseurs avec de l'électricité renouvelable, la plupart du temps, vous êtes obligé de prévoir des stockages tampons de façon à pouvoir assurer un flux, un débit constant sur l'installation industrielle qui va utiliser cet hydrogène. Donc de nouveau des frais d'installation supplémentaires qui sont d'ailleurs analysés qui sont pris en compte dans l'étude RTE. Alors, oui, ces coûts sont assez mal analysés dans l'étude RTE, je dois dire. Et je vais vous renvoyer, on donnera la référence si vous voulez, à l'article que j'ai écrit avec Julien Armigeau dans le International Journal of Hydrogen Economy, qui explique un travail qu'on a réalisé à l'AIE et pour l'AIE, où on a effectivement étudié de près la fabrication d'hydrogène, mais aussi d'ammoniac, de méthanol, d'hydrocarbures de synthèse à partir de renouvelables variables. On a montré qu'il fallait effectivement un tampon d'hydrogène. Alors, si on a des cavités salines, ce n'est pas un vrai problème, parce que là, on peut stocker de façon peu coûteuse. Si on n'en a pas, c'est un vrai problème, parce que le stockage hydrogène, même temporaire, coûte vite cher. Et on a montré comment on pouvait optimiser ça en fonction d'une étude heure par heure des productions éoliennes et solaires, de la taille des électrolyseurs, de la taille
du stockage tampon, de la taille de la boucle Haber-Bosch ou du réacteur de méthanol ou de la mécanique Fischer-Tropsch pour faire des hydrocarbures de synthèse. On a regardé tout ça de près. Oui, il faut surdimensionner un petit peu la boucle Haber-Bosch. Oui, il faut surdimensionner le réacteur de méthanol, etc. On a vu comment optimiser ça et on a vu qu'on pouvait arriver à des coûts, malgré tout, assez compétitifs. Mais évidemment, on est sur la plupart de ces choses, on est aujourd'hui encore plus cher que ce qu'on fait avec de l'hydrogène gris. Il y a un coût à la décarbonisation auquel on ne peut pas échapper. Et donc moi, j'ai l'impression, même si c'est quelque chose qui est écarté en France, enfin pas vraiment au niveau européen, que finalement, le stockage du carbone, la séquestration et le stockage du carbone a sans doute un rôle à jouer, puisqu'il permettra, à partir soit de la gazéification du charbon, soit du vaporeformage, de produire de l'hydrogène décarboné. Vous le Oui, présentez comme de manière très marginale, mais est-ce que ça ne peut pas être plus important, cette production d'hydrogène décarboné, au moins pendant cette phase transitoire qui permettrait de lancer une économie massive de l'hydrogène, et dans cette période où on n'a pas encore les renouvelables? On parle de beaucoup de renouvelables, mais on ne les a pas encore. Par contre, l'hydrogène décarboné, ça peut être fait très rapidement. alors oui et non, moi je vois pas, je suis pas foncièrement hostile, hein. J'ai une préférence pour l'hydrogène turquoise plutôt que l'hydrogène bleu, parce qu'on n'a Alors pas dites-nous de CO2. c'est quoi le turquoise, parce que Bon, les couleurs. C'est quand on craque le méthane en hydrogène et en carbone solide. Carbone solide, oui. Ça n'économise pas le gaz, il en faut même un peu plus. Ça demande en plus de l'électricité, mais 5 à 6 fois moins que l'électrolyse de l'eau. Et on se retrouve avec du carbone solide qui peut avoir une valeur commerciale s'il est bien fait, si c'est du carbone black, c'est-à-dire du noir de fumée, c'est un procédé très polluant, donc on peut éviter, etc. J'ai tendance à préférer le turquoise au bleu, mais je ne suis pas foncièrement hostile au bleu. Je note que dans beaucoup de pays, on ne veut pas en faire, on ne veut pas stocker le carbone en sous-sol, parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent posées sur qu'est-ce qui finalement se retrouve dans l'atmosphère au bout d'un certain temps, quels sont les risques de fuite dans les champs pétrolifères qui sont bourrés de trous. Est-ce que quelqu'un va vraiment boucher tous ces trous et surveiller que tous ces trous restent bouchés, etc. Il y a des questions qui se posent, mais je ne suis pas d'une hostilité définitive à ça. Ça peut effectivement aider à la transition, mais c'est un peu un serpent de mer, le stockage de carbone. On a quoi? On a une vingtaine d'installations dans le monde. Dans la plupart des cas, elles servent à faire à extraire plus de pétrole parce que le CO2 est réinjecté pour pousser le pétrole dans les champs de pétrole un peu moins conventionnels. Oui. Et je ne vois pas beaucoup d'autres investissements se faire, alors que je vois quand même beaucoup d'investissements se faire dans les renouvelables. C'est parce qu'il n'y a pas de valorisation derrière aujourd'hui. Si ça se valorise, s'il y avait un prix mis derrière, ça se ferait plus. Oui, mais je ne vois. Je veux dire, on a su jusqu'à présent augmenter régulièrement les capacités annuelles de production et d'installation du solaire et de l'éolien. Et je pense qu'on n'est pas du tout arrivé au bout de ce qu'on peut faire, que les ressources restent considérables, que les coûts s'effondrent. Et donc, je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup. Non, les coûts ne s'effondrent pas. Les coûts s'effondrent. Non. Alors, écoutez, je vais vous poser d'autres questions. Je voulais juste, par rapport aux renouvelables en France, je trouve il ne faut quand même pas perdre de vue que si on cumule tous les investissements qui ont été faits dans le solaire et l'éolien jusqu'en 2017, ça représente 121 milliards. 121 milliards. Ce sont des investissements d'apprentissage. C'est ça qui a fait baisser le coût. D'apprentissage, mais c'est un apprentissage qui coûte extrêmement cher pour produire très peu d'électricité. Il a coûté cher. Mais ce qui compte pour la décision économique aujourd'hui, c'est le coût de ce qu'on construirait maintenant. Et ce coût-là est très faible. Le solaire, ça a été divisé par 10, l'éolien par 3. Mais quel est le potentiel de développement du photovoltaïque en France? Mais non, c'est de la science-fiction. J'ai une question qui porte sur la pression sur les matériaux utilisés pour construire massivement du renouvelable.
Est-ce que les renouvelables sont aussi verts qu'on le dit? Alors que je pense au solaire particulièrement, peut-être à l'éolien qui utilise des quantités importantes. Alors on a cité quelques métaux tout à l'heure, mais des métaux classiques comme le cuivre, comme le fer. Ben, le cuivre est un énorme problème pour le photovoltaïque en particulier. Non, Il y a un énorme problème pour tout le monde. Le cuivre est un problème pour tout le monde, pour tout ce qui est électrique. Je veux dire, sur ces matériaux, le solaire et l'éolien sont des petits joueurs aujourd'hui, des tout petits joueurs. Mais oui, le gros consommateur de platine aujourd'hui, ce n'est pas les batteries, ce n'est pas les piles à combustible, c'est les pots catalytiques et c'est le. Oui, mais si vous remplacez les véhicules actuels qui utilisent effectivement 3 ou 4 grammes de platine par pot catalytique, si vous remplacez par des piles à combustible, ça va être 10 fois plus. Mais je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Je vous rassure, bon. je n'en ai pas D'accord, mais en tout cas, le gros problème pour les batteries, c'est, on parle beaucoup du lithium, mais c'est le cobalt surtout. Oui, c'est le cobalt, mais le cobalt n'est pas seulement là-dedans, il est dans beaucoup d'autres choses. Oui. Voilà. Et si on parle des éoliennes, les éoliennes, c'est en gros 1 tonne de néodyme par mégawatt. Alors, excusez-moi, ça c'est une éolienne sur 4 et c'est surtout vrai pour les éoliennes offshore, ce n'est pas vrai pour les éoliennes terrestres. Il faut arrêter avec les terres rares qui ne sont pas rares et il faut regarder les bilans. Elles sont rares chez nous. Non, c'est pas vrai, on en avait en France, on a arrêté parce que c'était moins cher de les importer. On avait une usine qui faisait ça. Enfin, en tout cas, c'est fait en Chine, essentiellement, et comme les panneaux photovoltaïques d'ailleurs. Mais ce n'est pas la même chose, c'est fait en Chine parce que les coûts de production sont moins élevés. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque absolu de matériaux, ça c'est une toute autre histoire. Il faut regarder sur ces questions de matériaux, il faut quand même regarder les bilans énergétiques, les bilans de cycle de vie. L'éolien aujourd'hui, c'est 12 grammes 12 grammes de CO2 par kilowattheure. Oui, mais on ne parle pas que du CO2. Il faut regarder les ressources minérales. Et si on compte les ressources minérales, simplement le béton, l'acier, c'est en gros 5 à 10 fois les quantités qui correspondent au nucléaire. En gros. Oui, mais c'est 10 fois moins que ce qu'on construit comme bâtiment. Donc, ce n'est pas forcément un problème en soi. Ce qu'il faut regarder. 10 fois moins que quel bâtiment? Mais les bâtiments, ce que consomment les bâtiments, ou ce que consomment les transports. Donc, il faut arrêter de focaliser sur des faux sujets. Ce sont des faux sujets. Non, ce n'est pas un faux sujet. Faux sujet, bien entendu. D'ailleurs, ça se retrouve dans le coût. Pourquoi est-ce que le coût est devenu si compétitif? C'est parce que ces matériaux ne coûtent pas si cher que ça, parce qu'ils ne sont pas si rares que ça. Et parce que les émissions de CO2 associées sont excessivement faibles. On est dans les coûts sont faussés. Mais ils ne sont pas faussés. Vous dites il faudrait considérer aussi les coûts pour gérer la variabilité. Je veux bien, mais le coût actualisé du kilowattheure solaire que j'ai présenté, que Lazare montre, c'est sûr que Lazare, c'est une bande d'affreux écologistes. Parce qu'il y a des aides, il y a des coûts de... Ces coûts ne sont pas faussés. Et ils intègrent le coût de l'acier, le coût du béton qu'il y a dedans et le coût des Ils n'intègrent pas la gestion de l'intermittence et le stockage. Vous l'avez dit 12 fois, donc je pense qu'on l'a compris. Mais je parle quand même du coût du kilowattheure. Vous me parlez des matériaux. Je dis le coût des matériaux, il est compris dans le coût du kilowattheure qu'on produit avec ça. Voilà. Alors, bien. Écoutez, je pense que le temps passe. Je voudrais vous laisser surdimensionner vos installations. Il ne faut pas oublier le rôle des facteurs de charge. C'est bien la raison pour laquelle, c'est ce que vous dites d'ailleurs, il vaut mieux produire ça ailleurs que chez nous, là où il y a plus de soleil et plus de vent. Je suis bien d'accord. Oui, quand il y a 2 fois plus de vent. Donc tous les panneaux qu'on a installés en Europe, il aurait mieux valu les installer en Afrique, ça aurait moins servi aux Africains. Écoutez, il faudrait savoir, à un certain moment, vous nous dites il faut de l'indépendance, et à d'autres moments, vous me dites qu'on aurait dû tout mettre en Afrique. Donc, il faut choisir. Mais non, mais pour les aider à se développer, c'est tout. Oui, mais on est bien d'accord. Il faut en installer beaucoup en Afrique. Je suis bien d'accord. Je vois que le temps passe et qu'il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Ce que je voudrais vous laisser, c'est juste quelques mots de conclusion à chacun, avant qu'on termine cet échange très passionnant. Gérard, je vous laisse commencer. Là. Ouais, écoutez, moi, je pense que l'objectif prioritaire, c'est de trouver la voie la plus rapide pour décarboniser nos économies.
Alors, l'hydrogène, l'hydrogène, la première priorité, c'est effectivement de décarboner ce qui correspond à l'usage industriel actuel, mais il ne faut pas oublier le reste quand même, c'est-à-dire essayer de supprimer soit en électrifiant davantage, soit en utilisant de l'hydrogène ou des carburants de synthèse, mais si possible, se débarrasser encore plus des hydrocarbures qu'on utilise actuellement. Et je vois, moi, ma grosse inquiétude, c'est que je pense qu'on surestime largement la possibilité des renouvelables d'assurer les quantités d'électricité dont nous aurons besoin. Et moi, je suis persuadé que ça ne suffira pas, qu'on sera… Alors, si on n'aime pas du tout le nucléaire, ben, il faudra utiliser du charbon, mais il y en a encore beaucoup dans le monde, mais en mettant au point des méthodes de captation du carbone qui sont suffisamment sûres et développables à très grande échelle. Mais sinon, je pense que le nucléaire est incontournable. Sinon, on n'arrivera pas à décarboner nos économies. Très bien, merci Gérard. Cédric? Je ne savais pas qu'on ferait un débat sur le nucléaire. Je croyais qu'on ferait un débat sur l'hydrogène. Je constate qu'on est d'accord sur beaucoup de choses sur l'hydrogène, y compris sur le fait qu'il faut l'utiliser là où il est efficace et pas l'utiliser au détriment des solutions décarbonées électriques là où il est inefficace. Je crois que c'est un message que nous partageons et qui est assez important parce qu'aujourd'hui, les journaux, les médias sont remplis de la voiture à hydrogène comme étant l'alpha et l'oméga de la transition énergétique, alors que c'est une fausse solution pour l'essentiel, alors qu'on a besoin d'hydrogène effectivement pour décarboner l'industrie, pour décarboner l'aviation, pour décarboner le transport maritime, et peut-être dans un monde qui serait essentiellement renouvelable pour assurer le backup en fin de parcours, pour décarboner et assurer une part de stockage malgré l'inefficacité de l'ensemble de la chaîne pour assurer une part de stockage. Là où nous divergeons visiblement, c'est sur le rôle du nucléaire. Moi, ce que je voulais que je vous dise, j'ai travaillé 20 ans à l'AIE qui a élaboré scénario sur scénario, qui n'est pas un organisme hostile au nucléaire, où ça se saurait, mais qui est, je crois, qui a une vision relativement réaliste, consiste d'ailleurs dans leur scénario développement durable, le nucléaire dans le monde est doublé d'ici 2050, mais c'est très loin de ce qu'on peut faire et de ce que l'AIE envisage de faire avec les renouvelables, qui fournirait 58% de l'électricité dans ce scénario. En fait, on sait maintenant que ce scénario est un scénario qui divise par deux les émissions, alors qu'il va falloir plutôt les ramener près de zéro, ce qui va supposer une accélération très forte de l'électrification, de la décarbonisation de nos économies. L'hydrogène a un rôle à jouer. Il est possible que le gaz naturel transformé en hydrogène avec capture du CO2 ou plutôt production de carbone solide puisse jouer un rôle dans cette transition. Mais je reste pour ma part convaincu que les solutions de long terme seront essentiellement renouvelables. Merci Cédric. On va peut-être s'arrêter là. Gérard, je sais que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Moi, je constate quand même, comme l'a dit Cédric… Le nucléaire n'est pas une solution transitoire. Je pense que c'est la seule solution d'avenir. Vous êtes globalement d'accord sur l'hydrogène. Beaucoup de questions, par contre, se posent autour de la production d'hydrogène vert ou d'hydrogène décarboné. Vous nous avez apporté des éléments de réponse, mais vous nous avez apporté aussi beaucoup de questions. Ce qui prouve qu'il y a nécessité à débattre davantage pour éclairer à la fois le public et les industriels sur tous ces sujets. On connaît un petit peu, mais on ne connaît toujours pas assez. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de vous être prêté à cet exercice qui n'était pas facile. Je sais que vous avez chacun des présentations qui ont été déstructurées dès les premières questions. Ce n'était pas facile non plus pour l'animateur de suivre le fil conducteur de ce débat, mais que j'ai trouvé à la fois très intéressant. Et je vous en remercie. Et écoutez, à une prochaine fois, puisque vous êtes des habitués de nos conférences, on vous invitera volontiers. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis ce soir, et à bientôt également. Au revoir. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup Romain, merci Cédric. J'aimerais bien pouvoir échanger davantage sur… On aura d'autres occasions. Oui. Bonsoir, je voulais juste